Je suis assistante dentaire à la retraite. Je vais vous parler de mon expérience de mort imminente, mais auparavant, je vais vous expliquer les circonstances qui m'ont fait rencontrer Rachid. Mon expérience de mort imminente s'est déroulée en 1973 et un jour de 2014, donc 41 ans plus tard, je reçois un coup de fil qui me dit bonjour, je m'appelle Rachid Bouamara, je vais écrire un livre sur les expériences de mort imminente. Est-ce que l'on pourrait se rencontrer pour que vous me racontiez ce que vous avez vécu? Alors là, il y a eu un blanc, parce que 41 ans après, je trouvais ça incroyable, étant donné qu'à l'époque, en 1973, je n'en avais parlé qu'à une seule personne. Donc j'ai constaté que le bouche à oreille avait bien fonctionné. Donc Rachid est venu à mon domicile et quand il m'a demandé de raconter ce que j'avais vécu, je n'y parvenais pas. Parce que je pensais que cette histoire faisait partie de mon vécu, de mon intimité. Mais il a eu beaucoup de patience, je dois dire, et il a fait un excellent travail parce que nous y sommes arrivés. Je ne voudrais pas lui faire d'éloges dithyrambiques, mais je voudrais quand même dire qu'il a eu beaucoup de travail pour faire ce livre. Ça lui a demandé beaucoup d'années, beaucoup de temps, beaucoup de kilomètres pour aller à la rencontre des témoins dont je fais partie, beaucoup de patience, pour générer beaucoup d'émotions. Mon expérience de mort imminente est basée sur l'histoire de mon petit frère. Petit frère parce qu'à l'époque, lorsqu'il est né, j'avais 18 ans déjà. J'étais l'aîné de la fratrie, il était le benjamin. J'étais un peu sa petite maman. Et puis, donc un beau jour de printemps en 1973, il faisait beau ce jour-là, il faisait un temps magnifique, un beau soleil, un beau ciel bleu. Il était venu me rendre visite, nous avions passé la journée ensemble, il avait joué, il était content. Et c'était exactement le 30 avril 1973. Donc il avait passé une excellente journée. À cette époque-là, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas d'iPad, d'iPhone, de tablettes, d'ordinateurs, très peu de télévision. Les jeux se passaient au grand air. Donc il avait passé toutes ses journées à jouer. Et puis l'heure arrivant, il était obligé de repartir à la maison parentale. Donc on s'est embrassés. Je lui ai dit, n'oublie pas surtout, demain on va cueillir du muguet dans le bois derrière la maison. Oui, t'en fais pas, Sorette, je serai là. Au revoir, à demain. Au revoir. Il a couru. Il s'est engouffré dans la voiture et il est parti. Et un quart d'heure après, il perdait la vie dans un terrible accident de voiture qui a fait 2 morts et un blessé grave. Le blessé grave était un de mes autres frères. C'était à l'entrée de Longuillon. Il allait avoir 13 ans. Je ne lui ai pas offert ce petit brin de muguet porte-bonheur, mais un bouquet de roses blanches au cimetière. Un mois après ce terrible accident, je me rends dans un laboratoire d'analyse médicale pour un prélèvement sanguin. Rien de bien important,
la routine. Le biologiste m'installe dans un fauteuil et ne parvient pas à faire ce prélèvement. Je l'informe que je ne me sens pas très bien. Et de fait, je perds connaissance. Mais ce qui n'aurait pu être qu'un simple malaise vagal va s'aggraver rapidement. Car dans sa panique, le biologiste a oublié le geste essentiel dans ce cas-là. Il a oublié de me mettre en position d'équilibre, c'est-à-dire à l'horizontale avec les jambes légèrement surélevées. Alors, il appelle un premier médecin. Il est déjà parti en visite. Il appelle un second médecin, ça ne répond pas. Il est peut-être pas encore arrivé à son cabinet. À cette époque-là, il n'existait pas encore le téléphone portable. Donc il appelle les pompiers. J'ai su qu'à l'arrivée des pompiers, j'avais 4 de tension et mon cerveau était en déficit d'oxygénation. Et là, je me retrouve à l'entrée d'un tunnel. Un tunnel très long, très sombre, avec tout au bout une lumière centrale, très vive, blanche, mais que je peux regarder et qui ne m'éblouit pas. Le chemin pour aller vers cette lumière qui m'attire, il me semble, doit être jonché de dangers en tout genre. Donc je reste à l'entrée du tunnel. Je n'ose pas entrer. Et j'attends. Et brusquement, je me retrouve dans une grande cathédrale. Une immense cathédrale, sans transition. Immédiatement. Et là, je ne vois rien dans cette cathédrale. Il fait très très sombre. Je ne vois que les vitraux. De grands vitraux. Ils sont magnifiques. Les couleurs sont lumineuses, éclatantes. Mon corps physique n'existe plus. J'ai l'air de flotter à 1 mètre du sol. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de bruit. C'est le silence total. À travers ces vitraux, à travers de tous ces vitraux, des rayons d'une lumière irréelle convergent tous en un seul point. Mon corps semble s'élever vers ce point. Je lève les yeux et là je vois mon petit frère. Il est là, assis sur un tabouret à longs pieds. Il a revêtu son costume de communion. Il est beau, il est radieux, il est souriant, il respire le bonheur. Il est immobile, il ne parle pas, mais son regard ne me quitte pas et il sourit toujours. Alors je le regarde et nous ne comprenons rien que par le regard. Et il a l'air de me dire « Regarde, tu vois, je vais bien, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis, regarde comme je suis bien. Surtout, Sœurette, ne pleure pas. Surtout, ne pleure pas. Je suis heureux. » Et moi, je ne le quitte pas du regard. Parce que je ne veux pas le lâcher. Et là, je me dis, mais il n'a plus ces bandes autour de la tête. Il n'a plus ces affreuses blessures sur le visage et sur les mains.
comme à la morgue. Mais alors il est guéri. Mais oui, il est guéri. Et là, je lui tends les bras. Je voudrais le serrer contre moi. Je voudrais l'embrasser. Et tout s'est arrêté. Il a disparu. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Car la notion de temps est abolie dans un cas comme celui-ci. Comme il n'existe pas de mots pour décrire les couleurs lumineuses, éclatantes, pour décrire cette lumière si douce et apaisante, pour décrire également ce silence qui donne une sensation de bien-être. Car sur Terre, la vie est bruyante. Toute vie est bruyante. Il y a toujours le bruit d'un moteur, le bruit d'un avion, d'un oiseau. Mais le silence n'existe pas. D'ailleurs, lorsque je suis revenue dans mon corps de chair et d'eau, je ne voulais pas revenir. J'étais bien là où j'étais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour retourner en arrière. Mais je ne l'ai pas pu. J'avais 2 enfants qui m'attendaient. Ils avaient besoin de leur maman. Mais je me souviens de mes paroles, de mes premières paroles, qui ont été « Non, non, j'étais bien ». Les gens autour de moi m'ont regardé d'un air bizarre. Ils ont dû penser que j'avais perdu la tête. Mais je n'avais pas perdu la tête. Je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier. Alors, j'ai remercié toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi et je suis rentrée chez moi, totalement ébranlée, déstabilisée. Je n'en ai parlé à personne. J'avais trop peur qu'on me prenne pour une déséquilibrée mentale. Ce n'est qu'au bout de 5 ans, je me suis confiée à une personne que je savais sensée et de bons conseils. C'était le père de l'autre personne décédée dans l'accident. Il ne s'est pas moqué de moi. Il m'a simplement dit « Mais ce sont des choses qui sont déjà arrivées. On a déjà parlé de ce genre d'expérience. » À partir de ce jour, j'ai mis une chape sur cette histoire et je n'en ai plus jamais parlé. Pourtant, le livre du docteur Mundi n'était pas paru. On ne parlait pas d'expérience de mort imminente, il n'y avait pas de magazine, pas de livre, pas d'émission de télévision. C'était un sujet non expliqué. Et comme sujet non expliqué veut dire sujet tabou. Je pense simplement avoir poussé une petite porte. Mais je suis restée sur le seuil. Car ce n'était pas le moment pour moi. Je n'avais que 31 ans. Mais ce que j'y ai vu n'était que bonheur, calme, sérénité, paix, tranquillité, absolument rien d'effrayant. Je sais que dans une vie, on oublie beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais celui-là, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il est totalement indélébile. Si l'on me pose la question
on me demande « Avez-vous peur de la mort ?» Non, je dis « Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai peur que des souffrances qui seront avant la mort, peut-être la peine aussi de mes proches, mais la mort ne me fait plus peur. » Lorsque je pars en vacances, il m'arrive souvent d'aller visiter des basiliques, des églises, des cathédrales, non pas par connotation spirituelle ou religieuse, car je ne suis pas croyante et je ne veux pas faire d'amalgame entre une expérience de mort imminente et une religion quelle qu'elle soit. Donc je rentre dans ces cathédrales, j'admire l'architecture et vous l'aurez compris, j'admire aussi les vitraux. Ils sont très beaux, mais 100 fois moins beaux que dans mon expérience. Certaines personnes, comme vous l'avez entendu, comme Jean-Paul, développent un don. Moi, je n'ai pas développé de don, malheureusement. Peut-être celui d'avoir cette sensation de sentir des événements qui vont se passer. Mais ce sont toujours des événements négatifs. Alors je ne les raconte pas, je vais juste vous raconter une anecdote, un seul. C'était dans les années 80-82. J'étais donc en activité. Je travaillais à 4 mains au fauteuil avec le praticien. Je venais d'installer un monsieur sur le fauteuil. J'avais donc son visage très près de mes mains. On lui a donc fait les soins. Je lui ai redonné un rendez-vous 15 jours après. Et en le soignant, j'ai senti quelque chose de bizarre, rien qu'en le regardant. Et lorsqu'il est parti, ce monsieur, j'ai dit au praticien, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je sens que ce monsieur va bientôt mourir. Et ce patient, il n'est pas revenu au bout de 15 jours. Car il était décédé au bout de 8 jours. Je n'ai qu'un seul regret dans cette histoire, c'est que je n'ai pas parlé de mon expérience de mort imminente à mes parents. Mais je n'ai pas osé, parce que la blessure était encore très fraîche, ça ne faisait qu'1 mois et demi. Je n'ai pas osé leur raconter, j'avais peur de leur faire encore plus de peine. Mais je pense que ça les aurait rassérénés de savoir que leur petit garçon allait bien, là où il était. Je voudrais aussi remercier Rachid, car à ce moment-là, je ne pouvais pas raconter mon histoire devant quiconque. À présent, je peux le faire. Je suis restée 41 ans avec cette histoire au fond du cœur, sans pouvoir me libérer. Et lorsque Rachid a fait ce livre, cela m'a soulagée énormément. Parce que je me suis dit, 41 ans après, ouf, je ne suis pas seule. Merci.